Quelques voix seulement le séparaient autrefois de la papauté elle-même. Aujourd'hui, dans un retournement qui serait presque trop ironique pour être de la fiction, il pourrait être contraint de quitter le poste même qu'il occupe actuellement au sein de l'Église qu'il a failli diriger. Son nom est le cardinal Pietro Parolin, et la rumeur qui circule maintenant dans les couloirs du Vatican est suffisamment importante pour commencer à ébranler la confiance de responsables qui ont compté sur sa présence continue pendant plus d'une décennie. Léon XIV, selon les informations, envisagerait de le retirer de son poste. Une mise en garde s'impose avant d'aller plus loin. Pour l'instant, cela reste une rumeur, rapportée spécifiquement par le site The PR et attribuée à des sources anonymes au sein de la Curie romaine. Elle n'a été confirmée par aucune communication officielle du Vatican. Mais les initiés de l'institution et les observateurs de longue date du Vatican comprennent quelque chose de la manière dont ce type d'information circule à Rome. Lorsque des rumeurs de ce caractère précis, nommant un poste spécifique et une liste de successeurs potentiels, commencent à se répandre dans les couloirs du Vatican avec ce degré de détail, elles sont rarement entièrement dénuées de fondement. Elles tendent à provenir de quelque chose de réel, même lorsque le résultat final demeure véritablement incertain. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez qui est réellement le cardinal Parolin, pourquoi il est devenu, pendant plus d'une décennie, sans doute l'homme le plus puissant du Vatican après le pape lui-même, et pourquoi son éventuel départ de ses fonctions représenterait quelque chose de bien plus important qu'un simple changement de personnel. Cela marquerait, s'il se produisait, la conclusion visible de toute une ère de gouvernance vaticane. Mais qui est le cardinal Parolin, au sens le plus complet que la question mérite? Pour le comprendre correctement, il faut mettre de côté toute image d'un prélat intrigant à la manière de la Renaissance, manœuvrant purement pour son avancement personnel, car cette caricature ne correspond ni à l'homme ni à sa carrière réelle. Parolin est avant tout un diplomate, et selon la plupart des témoignages le diplomate le plus véritablement habile que le Saint-Siège ait produit depuis plusieurs décennies. Vénitien d'origine, formé à l'Académie pontificale ecclésiastique, l'école diplomatique propre du Saint-Siège qui depuis des siècles forme les hommes qui pourvoient les nonciatures du monde entier, Parolin a passé des décennies sur le terrain de la diplomatie vaticane avant d'être rappelé à Rome pour assumer le plus haut poste accessible à un diplomate de carrière au sein de la Curie. En 2013, le pape François l'a nommé secrétaire d'État. C'est, selon tout bilan honnête, le poste le plus important de tout l'appareil Vatican après la papauté elle-même. Le secrétaire d'État fonctionne, en termes pratiques, comme quelque chose de proche du Premier ministre du Vatican. Il coordonne le travail des différents dicastères qui composent la Curie, gère la gouvernance opérationnelle quotidienne du Saint-Siège, et sert de point de contact principal entre le Vatican et les gouvernements du monde. Pendant plus d'une décennie sous François, Parolin a occupé ce poste de manière continue, devenant ce que les observateurs du Vatican en sont venus à décrire comme l'éternel numéro 2, l'architecte discret et largement invisible derrière une part énorme de l'exécution réelle de la politique vaticane durant ces années. Et son influence ne s'est jamais limitée à l'administration interne du Vatican. Parolin est devenu, au fil de ces années, le visage visible de l'Église catholique dans les situations diplomatiques les plus sensibles et les plus lourdes de conséquences du monde. Des guerres nécessitant une médiation vaticane prudente. Des négociations de paix où l'autorité morale du Saint-Siège était invoquée comme un pont potentiel entre des parties hostiles. Les relations avec les grandes puissances mondiales, de Washington à Pékin en passant par Moscou. Partout où une crise internationale touchait à des questions où la voix du Vatican portait, la signature diplomatique de Parolin se trouvait fréquemment quelque part en arrière-plan de la réponse de l'Église. Mais ici l'histoire arrive à l'accomplissement, ou à la controverse, qui a suivi Parolin de manière plus persistante que tout autre élément de sa carrière, celui qui fonctionne presque comme son ombre permanente, indépendamment de tout le reste de ce qu'il accomplit. L'accord avec la Chine. En 2018, le Saint-Siège a signé un accord provisoire avec le gouvernement communiste chinois concernant la nomination des évêques catholiques en Chine. Le mécanisme, resté largement confidentiel dans ses détails précis même aujourd'hui, fonctionnait à peu près ainsi. Le pape conservait l'approbation formelle des nominations épiscopales, mais les candidats à ces nominations devaient également obtenir l'approbation de l'appareil des affaires religieuses du Parti communiste chinois. Pour Parolin et ses défenseurs à l'intérieur et à l'extérieur de la Curie, cet arrangement représentait la seule voie réaliste pour permettre à l'Église catholique de continuer à fonctionner comme une institution vivante à l'intérieur de la Chine, plutôt que d'abandonner des millions de catholiques chinois entièrement à une structure religieuse contrôlée par l'État, sans lien significatif avec Rome. Le dialogue, dans cette lecture,
était le seul mécanisme disponible pour éviter un schisme pur et simple et permanent entre le catholicisme chinois et l'Église universelle. Mais pour les critiques de l'accord, et ils ont été nombreux, y compris des cardinaux n'ayant aucune réputation de traditionnalisme réflexe ou de politique réactionnaire, l'accord de 2018 représentait quelque chose de plus proche d'une reddition. Il remettait effectivement la sélection des pasteurs catholiques en Chine entre les mains d'un régime officiellement athée ayant un historique documenté de persécution des croyants, et ce faisant il tournait le dos à l'Église clandestine, ce réseau d'évêques, de prêtres et de fidèles laïcs qui avaient passé des décennies à résister au contrôle de l'État au prix d'énormes sacrifices personnels, refusant de s'inscrire auprès de l'Association patriotique catholique. Sponsorisé par l'État précisément parce que cela signifiait accepter une structure qui n'était pas véritablement en communion avec Rome. Les fidèles qui avaient payé le prix le plus élevé pour cette résistance ont été, dans les années qui ont suivi l'accord, fréquemment ceux qui se sont retrouvés les plus mal lotis dans sa mise en œuvre pratique. Des évêques de l'Église clandestine qui avaient refusé pendant des décennies de faire des concessions avec le Parti communiste chinois se sont retrouvés de plus en plus dépassés et marginalisés par des candidats que le régime lui-même favorisait et avait effectivement présélectionnés. Ceux qui avaient résisté au contrôle de l'État ont été mis de côté. Ceux qui avaient été disposés à travailler dans la structure préférée du parti se sont retrouvés récompensés par la reconnaissance et l'avancement. Le cardinal Joseph Zen, l'ancien évêque de Hong Kong âgé et célèbre pour sa franchise, est allé jusqu'à décrire publiquement l'ensemble de l'arrangement comme une trahison, utilisant un langage considérablement plus dur que celui que la plupart des cardinaux s'autorisent à propos d'une initiative diplomatique d'un pape en exercice. Cet accord, renouvelé à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi 2018 malgré la controverse permanente, demeure enveloppé d'un niveau de secret inhabituel même selon les normes institutionnelles de longue date du Vatican. Aucun texte public complet de l'accord n'a jamais été publié. Ces termes précis restent une affaire de spéculation informée plutôt que de dossier public documenté. C'est le paradoxe essentiel qui définit tout l'héritage du cardinal Parolin. Un homme engagé dans le dialogue comme principe de fonctionnement, disposé à s'asseoir à une table de négociation avec pratiquement n'importe quel interlocuteur, indépendamment du bilan de cet interlocuteur en matière de liberté religieuse ou de droits de l'homme, et précisément à cause de cet engagement inébranlable en faveur du dialogue, un homme largement suspecté, par des critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, d'avoir constamment privilégié l'engagement diplomatico, détriment du travail plus difficile et plus coûteux du témoignage prophétique. Et puis il y a le moment qui a révélé, plus clairement que tout autre épisode unique de sa carrière, toute l'ampleur de sa propre ambition institutionnelle. Le conclave de 2025, celui qui a finalement élu l'homme devenu Léon XIV. Parolin n'était pas simplement un candidat parmi d'autres entrants dans ce conclave. Il était, selon tous les récits crédibles qui ont depuis émergé, le favori clair, le candidat dont le nom circulait le plus constamment dans les jours précédant l'entrée des cardinaux en isolement. Les informations qui ont depuis émergé le décrivent comme le plus grand perdant du conclave au sens précis qui compte le plus dans les élections papales. Il serait arrivé en deuxième position dans les scrutins, accumulant quelque part entre 40 et 50 voix au fil des tours, une base de soutien substantielle et véritablement redoutable au sein du collège des cardinaux, mais restant bien en deçà des 89 voix nécessaires pour obtenir la majorité des 2/3 requises pour l'élection. Il est arrivé, selon toute lecture raisonnable de ces chiffres, remarquablement près de la papauté elle-même, plus près que presque tout autre cardinal de ce conclave, à l'exception de celui qui a finalement prévalu. Et puis le cardinal Prévost, aujourd'hui connu du monde catholique sous le nom de Léon XIV, l'a dépassé dans les tours ultérieures de scrutin et a obtenu la majorité nécessaire. Considérez un instant la dimension humaine de cette scène. Un homme qui avait passé plus d'une décennie comme l'éternel et indispensable numéro 2 du Vatican, regardant en temps réel se dissoudre, dans les derniers tours d'un conclave qu'il avait abordé en favori, le chemin longtemps anticipé qui devait le mener au rang de numéro 1. Et puis, le lendemain matin, obligé par les exigences ordinaires de la continuité institutionnelle de continuer à servir, avec toute l'apparence d'une coopération et d'une loyauté totale, l'homme même qui venait de lui prendre la position qu'il avait passé des décennies à se préparer à occuper un jour. Dans chaque apparition publique depuis, naturellement, tout est resté entièrement correct. Sourire, expression d'obéissance, coopération visible entre le nouveau pape et son expérimenté secrétaire d'État. Mais il est largement compris dans les cercles du Vatican, parmi ceux qui ont passé des carrières à observer comment le pouvoir institutionnel fonctionne réellement à l'intérieur de la curie, que les blessures de ce type particulier,
des blessures qui touchent directement l'ambition de toute une vie d'un homme et le sentiment de son propre rôle destiné, se guérissent rarement par une poignée de mains publiques et une photographie de coopération cordiale. Et ici nous arrivons au moment présent, car la tension que de nombreux observateurs pensaient se dissoudre tranquillement avec le temps, absorbée dans les rythmes ordinaires de la coopération institutionnelle entre un pape et son plus haut responsable, semble n'avoir jamais vraiment disparu. Selon la rumeur qui circule maintenant, Léon XIV aurait développé de réels doutes quant à l'efficacité continue de Parolin dans la coordination des dicastères, cette machinerie complexe de départements et de bureaux qui constitue ensemble le corps opérationnel de la curie romaine. En termes clairs, le pape pourrait ne plus le considérer comme l'homme qu'il faut pour continuer à diriger cette machinerie dans la phase suivante de ce pontificat. Et les noms de successeurs possibles circulent déjà avec suffisamment de précision pour suggérer que ce n'est pas de la pure spéculation oisive. L'archevêque Paul Gallagher, qui a servi pendant des années comme secrétaire pour les relations avec les États du Vatican, fonctionnant en pratique comme quelque chose de proche du ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège, est l'un des noms mentionnés. L'archevêque Fortunatus Nwachukwu, un prélat nigérian ayant lui-même un brillant parcours au sein du service diplomatique du Vatican, en est un autre. Ce sont deux profils véritablement distincts, et le choix entre eux, si Léon décidait effectivement d'un changement à la tête du secrétariat d'État, signalerait lui-même quelque chose d'important quant à la direction que le nouveau pontificat entend prendre. Retirer un secrétaire d'État en exercice n'est jamais une simple question technique de personnel, un remaniement de routine du genre de ceux qui se produisent périodiquement dans toute grande institution bureaucratique. C'est l'un des gestes les plus forts et les plus lourds de conséquences qu'un pape puisse faire pour affirmer sa propre vision de la manière dont l'Église doit être gouvernée et de la direction dans laquelle elle doit aller. Cela signalerait, de manière incontestable, que Léon XIV entend gouverner avec sa propre équipe, façonnée par ses propres priorités, plutôt que de continuer à opérer à travers l'architecture héritée du Vatican de François. Cela représenterait, dans les termes les plus clairs disponibles pour les observateurs du Vatican, la conclusion formelle de ce que l'on pourrait appeler l'ère Parolin de la diplomatie vaticane, ce style particulier d'engagement qui a produit, parmi ses héritages les plus significatifs et les plus controversés, l'accord de 2018 avec Pékin. Mais que signifie réellement tout cela pour le catholique ordinaire assis dans un banc quelque part loin de Rome, quelqu'un qui en sait peu sur le fonctionnement interne des couloirs du Vatican et qui, de manière tout à fait raisonnable, souhaite en savoir encore moins sur les ambitions personnelles et les déceptions des diplomates de carrière? Cela signifie considérablement plus que l'intrigue de palais de surface ne pourrait le suggérer au premier abord, car derrière un éventuel changement de direction au secrétariat d'État se trouve une question véritablement lourde de conséquences sur le caractère fondamental de l'engagement du Vatican avec le monde à l'avenir. Quel type de diplomatie l'Église catholique souhaite-t-elle réellement pratiquer à notre époque? Est-ce le type de diplomatie qui, pour rester assise à la table des puissants, se montre disposée à rester largement silencieuse et à faire des concessions substantielles, comme de nombreux critiques pensent que cela a été démontré dans l'accord avec la Chine et dans le traitement des membres les plus fidèles et les plus persécutés de l'Église clandestine? Ou est-ce une diplomatie disposée à revenir à parler avec une clarté véritable, même au prix réel de déplaire à des gouvernements dont la coopération le Vatican préférerait autrement maintenir dans des conditions plus confortables? Car l'Église catholique, quoi qu'elle soit par ailleurs et quels que soient les instruments diplomatiques pratiques qu'elle emploie nécessairement dans un monde d'États-nations et d'institutions internationales, n'est pas fondamentalement une ambassade menant une politique étrangère au nom d'un territoire souverain. Sa véritable force à travers 2000 ans d'histoire enregistrée n'a jamais reposé principalement sur la négociation habile. Elle a reposé sur le témoignage. Les martyrs qui ont converti le monde antique ne l'ont pas fait en signant des accords diplomatiques favorables avec les empereurs romains qui les persécutaient. Ils l'ont fait en versant leur sang publiquement et en refusant tout compromis proposé qui aurait préservé leur vie au prix de leur confession. Lorsque la diplomatie remplace discrètement la prophétie comme mode principal d'engagement de l'Église avec le pouvoir temporel, l'institution peut effectivement gagner quelque chose dans la monnaie de relations améliorées avec les gouvernements et de frictions réduites avec les États puissants. Mais elle risque de perdre quelque chose de considérablement plus précieux dans l'échange. Sa voix distinctive. La chose même qui a rendu le témoignage de l'Église primitive si perturbateur et finalement si transformateur pour le monde. En toute justice, et cela doit être clairement énoncé avant de tirer des conclusions finales, gouverner une Église présente sur tous les continents et ancrée dans les réalités politiques de dizaines de nations différentes, dont beaucoup sont hostiles ou au mieux ambivalentes à l'égard de la présence institutionnelle catholique,
exige véritablement de la prudence, une médiation patiente et une capacité démontrée à communiquer de manière constructive avec des gouvernements que l'Église ne peut simplement pas ignorer ou antagoniser sans conséquence pour les catholiques réels vivant sous l'autorité de ces gouvernements. La diplomatie elle-même n'est pas un instrument intrinsèquement corrupteur. C'est un outil, moralement neutre en soi, et sa valeur dépend entièrement des buts vers lesquels il est orienté et des limites qui sont respectées dans son exercice. Le cardinal Parolin n'est pas, selon tout bilan équitable, un traître à clouer au pilori public ou à réduire à une caricature de cynisme institutionnel. C'est un homme d'église qui a servi avec une intelligence et un dévouement véritable pendant une décennie exceptionnellement exigeante, et qui, selon toute vraisemblance, a abordé l'accord avec la Chine de bonne foi, véritablement convaincu à l'époque qu'il obtenait le meilleur résultat réalistement disponible pour des millions de catholiques chinois qui, autrement, se seraient retrouvés sans aucun lien significatif avec Rome. La véritable question en jeu, alors, ne porte pas fondamentalement sur l'homme lui-même, son caractère personnel ou ses intentions. Elle porte sur la ligne de politique sous-jacente que son mandat en est venu à représenter, et sur le point de savoir si cette ligne continue de servir correctement l'Église alors qu'elle entre dans ce qui vient ensuite sous la gouvernance de Léon XIV. Et la question véritablement importante, celle qui mérite bien plus d'attention que le drame de surface de qui occupe quel poste, est de savoir si Léon XIV, à travers ce possible mouvement, entend simplement changer le visage qui occupe le secrétariat d'État tout en laissant l'approche diplomatique sous-jacente fondamentalement intacte, ou s'il entend quelque chose de considérablement plus significatif, un véritable changement de cap dans la manière dont le Vatican s'engage avec les gouvernements hostiles et autoritaires à l'avenir. Car c'est précisément ce que les fidèles qui observent le déroulement de ces événements devraient chercher sous les rumeurs et spéculations de surface sur les noms et les successeurs. Non pas le jeu des chaises musicales lui-même, aussi intéressant que le gossip institutionnel puisse être pour ceux qui le suivent de près, mais la direction qu'il signale potentiellement. Un nouveau secrétaire d'État pourrait s'avérer n'être qu'un autre diplomate de carrière compétent poursuivant essentiellement la même approche avec un style personnel différent. Ou sa nomination pourrait véritablement représenter quelque chose de plus significatif, un signe visible que l'Église sous ce pontificat entend placer les exigences du Christ et le témoignage du haut-croyant persécuté avant les considérations diplomatiques purement calculées dans les situations où ces deux priorités entrent en tension réelle. Seuls les faits tels qu'ils se dérouleront dans les mois à venir, et non les rumeurs qui circulent maintenant, révéleront finalement laquelle de ces deux possibilités est réellement en train de prendre forme. Ainsi, plutôt que de s'absorber excessivement dans le jeu spéculatif de nommer des successeurs et de handicaper la politique vaticane comme s'il s'agissait simplement d'une intrigue de cour à suivre pour sa valeur de divertissement propre, la réponse véritablement utile disponible aux catholiques ordinaires est la prière. La prière pour que quiconque dirige finalement l'engagement diplomatique de l'Église avec le monde le fasse en tant que serviteur de l'Évangile d'abord et avant tout, plutôt qu'en tant que pur fonctionnaire mondaine principalement préoccupé de maintenir des relations confortables avec des gouvernements puissants, quel qu'en soit le coût pour les croyants persécutés sous l'autorité de ces gouvernements. L'histoire, après tout, enseigne constamment une leçon clarifiante qui transcende tout pontificat particulier ou tout secrétaire d'État particulier. Les grands secrétaires d'État finissent par quitter leurs fonctions, d'une manière ou d'une autre. Les régimes avec lesquels ils négocient, aussi puissants et permanents qu'ils puissent paraître à un moment historique donné, s'effondrent tôt ou tard sous le poids de leurs propres contradictions internes ou simplement du passage du temps. Et l'Église reste debout à travers tout cela, parce que sa véritable et durable puissance n'a jamais réellement résidé dans les palais, les accords diplomatiques ou les négociations habiles avec les puissants temporaires. Elle réside, entièrement et irréductiblement, dans la personne du Christ qu'elle existe pour proclamer, indépendamment des gouvernements qui détiennent actuellement le pouvoir à une époque donnée. Considérez, à travers toute l'étendue de l'histoire de l'Église, combien de premiers ministres du Vatican, quel que soit le titre exact de ce poste au fil des siècles, se sont succédés au service d'une longue lignée de papes. Certains d'entre eux étaient de véritables hommes saints. D'autres étaient des administrateurs hautement compétents dont la compétence a bien servi l'institution à leur époque. D'autres encore ont été presque entièrement oubliés par l'histoire, leurs noms ne survivant que dans des notes de bas de page savantes spécialisées. De la grande majorité d'entre eux, remarquablement peu de signification durable demeure réellement dans la mémoire collective des fidèles. Mais la foi qu'ils étaient chacun, à leur manière, destinés à servir et à protéger est parvenue jusqu'à nous pleinement intacte à travers chacun de ces siècles intermédiaires, indépendamment de la manière habile ou médiocre dont tel ou tel responsable a servi à son moment particulier.
Que le cardinal Parolin demeure finalement à son poste actuel ou soit éventuellement remplacé, cela importe donc considérablement moins dans le bilan final que ce à quoi le poste lui-même est réellement fait pour servir à l'avenir. Ouvrir des portes au pouvoir mondain dans des conditions qui préservent des relations diplomatiques confortables, ou préserver et proclamer fidèlement la foi même lorsque cela s'avère diplomatiquement coûteux. C'est là que réside véritablement tout ce qui a une signification durable dans cette histoire, indépendamment du nom qui occupera finalement le poste en question. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.